Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce direct depuis le studio de Judaïque FM. Alors nous avons notre invité au téléphone. Bonjour Benjamin Stora. Bonjour. Alors je pense que tous nos auditeurs vous connaissent bien, on ne va pas refaire de longues présentations. Historien, professeur d'université, grand spécialiste de la guerre d'Algérie à laquelle vous avez consacré des dizaines d'ouvrages, vous avez intégré depuis une dizaine d'années la dimension juive dans votre travail. En 2006, vous avez publié Les Trois exils juifs d'Algérie. L'année dernière a été édité Les Clés retrouvées, sous-titré Une enfance juive à Constantine, et j'avais eu le plaisir de vous recevoir pour ces deux livres. Vous venez de publier un ouvrage bien différent puisqu'il s'agit d'un album de photographies anciennes. C'était hier en Algérie, sous-titré De l'Orient à la République, une histoire des Juifs d'Algérie. C'est publié aux éditions Larousse. Alors bien sûr, on retrouve dans le texte qui guide le lecteur la trame générale développée dans les livres précédents. Comment des populations juives dont l'enracinement datait de 2000 ans sont entrées en quelques décennies, avec la colonisation française, à la fois dans la modernité occidentale et dans la République. Comment elles ont vécu ce que vous aviez appelé justement les trois exils, exil de la culture d'origine, puis exil bref mais violent de la communauté nationale sous Vichy, puis enfin exil physique brutal en 1962 au moment de l'indépendance. On va donc essayer ensemble, et à partir des photos que vous avez choisies, de feuilleter virtuellement ce beau livre avec nos auditeurs. C'est pas facile à la radio, mais on va essayer. Alors, votre album commence par une longue introduction historique. Vous rappelez la situation de Dhimmi, des Juifs avant la colonisation, mais j'ai trouvé que ce passé-là n'était pas illustré dans le livre. Alors, c'est vrai que la photographie va apparaître après l'arrivée des Français en 1830, mais il doit quand même y avoir des archives, des dessins, des peintures sur cette période. Oui, alors tout d'abord merci de m'avoir invité sur Judaïque FM pour parler de ce nouvel ouvrage, donc sur les photographies anciennes de Juifs d'Algérie tout au long du 19e, 20e siècle. Alors évidemment, la première difficulté, c'est de montrer, de figurer les communautés juives d'Algérie avant l'arrivée française de 1830. Alors il faut savoir qu'il y a des archives qui parlent de la communauté juive, bien sûr, avant l'arrivée française, mais elles se trouvent essentiellement chez les Ottomans, puisque c'est les Ottomans qui étaient présents en Algérie, donc les archives turques, où il y a énormément de choses, notamment sur la présence de cette vie juive à travers la tradition religieuse, à travers la vie quotidienne, les désignations de rabbins, la vie rabbinique, la vie religieuse, etc. Ces archives turques sont à Istanbul en grande partie. Il en reste encore quelques-unes en Algérie, mais enfin qui sont très difficiles, bien entendu, à trouver. Alors, deuxième aspect, c'est que c'est dans la vie musulmane traditionnelle où étaient présents les Juifs, la représentation humaine des groupes humains était quand même très rare. Donc c'était quand même, il va falloir attendre l'arrivée des peintres français, des orientalistes en particulier, pour voir la représentation, disons, humaine, de la figure humaine, des groupes sociaux, des groupes humains, de travail, etc. À partir du 19e siècle, dans l'activité picturale, dans les représentations visuelles en monde musulman, cette représentation est quand même assez rare, elle est toujours très abstraite, mais pas directement dans une sorte de représentation du réel. Tout à fait. Alors justement, ça fait un peu la transition, parce que vous nous faites découvrir aussi un tableau de Renoir, qui lui n'est jamais allé en Algérie, mais il a immortalisé les traits de Madame Clémentine Stora en costume indigène. Est-ce que c'était une lointaine parente ? Oui, bien sûr, c'est une lointaine parente du côté de ma grand-mère, Stora, qui est originaire d'Alger. Alors, les Stora d'Alger ont une histoire très particulière, et c'est ce tableau qui est exposé actuellement, qui est un tableau vedette, star, au musée de San Francisco, le tableau de Renoir, donc Madame Stora. C'est une famille qui était partie en Algérie avant le décret Crémieux, dans les années 1850, 1860, 70, et qui était en relation avec le monde de l'art.
Et Bien. cette famille Stora donc connaissait Renoir. Donc Renoir représentait cette femme dans un costume indigène traditionnel, mais ce tableau effectivement a été peint à Paris. Il n'a pas été réalisé en Algérie, même si Renoir est allé ensuite une fois ou deux en Algérie. Mais cette famille Stora qui était en contact avec le monde de l'art, qui aussi était bien entendu très empreinte de culture juive, va finir tristement et dramatiquement, puisque une grande partie de cette famille Stora de Paris a été déportée et on trouve son nom gravé dans le mur du musée mémorial de la Shoah à Paris. Merci d'avoir précisé donc toute cette trajectoire qui finit tragiquement, donc j'ignorais pour cette branche de votre famille. Alors, oui. Dans votre album, on trouve plusieurs photos de la famille Stora, la vôtre, donc ceux qui vivaient à Constantine, vos grands-parents, vos parents, on vous voit vous-même enfant, mais je me suis demandé pourquoi vous ne donniez pas leur nom pour d'autres familles juives. Est-ce qu'il y a eu des réticences? Est-ce qu'il fallait demander des autorisations pour mettre les noms? Non, c'est d'abord j'avais effectivement, vous avez bien vu le fait que j'ai privilégié mon album personnel, effectivement mon album familial. Il y a effectivement sur les 150 photos, il y a une quinzaine de photos de ma famille, de la famille Stora, mais aussi de la famille Zawig, qui est une grande famille de bijoutiers juifs de Constantine. Donc voilà, il y a beaucoup de photos familiales, mais il y a d'autres familles qui ont accepté, que je connaissais personnellement. Je dois remercier d'ailleurs les familles Ben Simon, la famille Zawi, aussi la famille Zerbib, qui ont donné, qui ont contribué, disons, à faire en sorte que les photos familiales puissent exister, parce que sans les photos familiales, il est très très difficile de réaliser ce type d'album photographique. C'est très compliqué. Et maintenant, c'est vrai que les familles, disons, hésitent à donner quand même leur album familial. C'est tout à fait classique, c'est tout à fait normal. Alors, elles ne savent pas exactement quel type d'utilisation va être faite, bien sûr. Alors, votre album, donc Benjamin Stora, débute par des séries de photographies qui datent de la fin du 19e siècle. Quand on voit en particulier deux splendides photos grand format sur 2 pages du quartier juif de Constantine, il y en a une page 36-37 qui date des années 1850, donc très très ancienne, et une page 90-91 prise au début du 20e siècle. On se dit que pour des yeux européens, rien ne distinguait les juifs des musulmans. Ni les tenues vestimentaires, ni les habitations, ni le mode de vie. Comment avez-vous fait pour procéder, en quelque sorte, à montrer cette évolution, pour illustrer par l'image, dans les chapitres suivants, l'évolution sociologique et culturelle de ces juifs qui étaient tellement orientaux au départ? Écoutez, d'abord, vous avez raison de souligner le fait que rien ne les distingue à première vue. On le voit, par exemple, dans les récits des premiers militaires français de la conquête qui décrivent les communautés indigènes, comme on les appelait à l'époque, et effectivement, qui ont les mêmes tenues vestimentaires, qui parlent arabe tous, évidemment, qui ont le même type de vie, la même sonorité liturgique au niveau des prières, etc. Donc, pour eux, disons que c'est très difficile de distinguer. Alors, comment on peut voir cette distinction, séparation à l'intérieur d'une même communauté indigène à travers 2 aspects, à mon avis, que j'ai essayé de montrer dans les photographies. D'abord, les costumes, tout simplement, le costume européen qui fait son apparition dès la fin du 19e, au début du 20e siècle, où on voit bien dans les familles, les photos familiales, les albums familiaux, qu'il y a le père ou le grand-père qui est toujours habillé à l'indigène, comme on disait à l'époque, et puis les enfants, avant la guerre de 14, qui, eux, sont déjà habillés à l'européenne. Donc on voit bien la modification, bien sûr, au niveau des habits, des vêtements, ça c'est très important. Mais un deuxième aspect qui est très important dans les albums familiaux, c'est l'apparition aussi des militaires, des tenues militaires. C'est-à-dire qu'il y a des juifs d'Algérie qui ont servi comme interprètes en arabe dans l'armée française et ensuite, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont été engagés, qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale. Et là, les tenues que l'on voit, les plus fréquentes bien sûr, et qui sont des tenues militaires classiques dans les albums de photos familiaux, nous permettent de mesurer aussi la distance et l'écart avec les populations indigènes musulmanes traditionnelles. Alors, Benjamin Stora, le temps file comme d'habitude. Une dernière question avant la pause publicitaire, c'est à propos des synagogues. Parce que le centre névralgique de la vie juive, c'était en Algérie comme partout dans le monde, les synagogues. Alors, votre album en donne plusieurs photos au fil des pages. Il y a celles d'Oran, d'Alger, de Tlemcen, de Constantine. Et vous soulignez que symboliquement, leur architecture était à la fois mauresque et européenne. Est-ce que vous pourriez l'expliquer à nos auditeurs dans les 2-3 minutes qui nous restent avant la pause? Alors, le style mauresque, ça vient essentiellement
de l'Andalousie, le style hispano-mauresque. C'est le style andalou, très caractéristique que l'on retrouve évidemment lorsqu'on va se promener à Cordoue, à Tolède, à Séville, à l'Alhambra par exemple de Grenade. On voit ce style, ce qu'on appelle le style mauresque. Et ce style-là, qui disons était celui des mosquées, naturellement était aussi celui des synagogues, ornées de la rosace bien sûr pour ce qui concerne les synagogues. Et les synagogues étaient très très nombreuses en Algérie, puisque dans certaines villes, la ville de Constantine par exemple, il y avait plusieurs dizaines de synagogues qui existaient, qui montraient effectivement l'importance de la communauté juive dans ce pays. Alors pourquoi l'influence européenne? Parce que d'autres synagogues vont être construites après disons l'arrivée des Français, certaines s'appelleront d'ailleurs entre guillemets des temples, par exemple à Constantine encore le temple algérois par exemple. Là il y a une influence européenne qui se manifeste de manière incontestable, c'est-à-dire une sorte de mixte entre le style hispano-mauresque traditionnel et puis le style, disons, un peu plus monumental et plus classiquement européen, qui est amené par l'influence française, l'influence européenne, portée par la communauté juive française, tout simplement, et qui veut donner un caractère plus européen et français, plus solennel, disons, au style de synagogues qui sont construits, qu'on voit par exemple dans des villes comme Alger ou Oran, qui sont des grandes synagogues, bien entendu, qui sont le produit de cette mixité culturelle hispano-mauresque et européenne. Alors, on va aborder maintenant des épisodes plus tragiques parce que, vous le rappelez bien sûr dans le livre, entre le décret Crémieux en 1870 et 1940, les Juifs d'Algérie vont vivre 2 épisodes d'antisémitisme violents. De la part des Européens, avec les émeutes de 1897-1898, et dans l'album on trouve une photo de la grande synagogue d'Alger dont les grilles furent arrachées, et puis de la part des musulmans, le pogrom d'août 1934 à Constantine qui fit 28 morts, et que vous avez illustré par 5 pleines pages de photographies qui sont tout à fait poignantes. Pourtant, les Juifs d'Algérie seront surpris, et par Vichy, et par la guerre d'Algérie. Alors, 2 questions. D'abord, pourquoi cette illusion d'une assimilation heureuse, comme vous le dites dans le livre, et quelle photo avez-vous choisi pour illustrer cela dans l'album, cette assimilation heureuse ? Cette assimilation heureuse, elle se voit bien sûr par la participation dans l'entre-deux-guerres, en particulier après la Première Guerre mondiale, par le fait que beaucoup de Juifs décident de voyager, par exemple. Il y a des photos de voyage dans le Sahara, il y a des photos de voyage de découverte aussi de la France, il y a, disons, des tenues vestimentaires très à la mode, des femmes en particulier, de la mode parisienne. Donc on voit bien à travers, disons, les promenades, à travers l'attrait pour le cinéma, le cinéma français, mais pas seulement, aussi le cinéma américain par exemple, que les phénomènes, disons, d'identification à la France, notamment bien sûr la France républicaine, sont très puissantes. Mais dans le même temps, vous avez raison de le souligner, il y a aussi des photographies dangereuses, pourrait-on dire, c'est-à-dire celles de manifestations et de pogroms, en même temps que se déroule ce parcours de l'assimilation. C'est-à-dire qu'on a des photographies de manifestations, notamment à Alger, à Oran en 1898, qui sont très violemment antisémites contre les synagogues, portées par l'extrême droite de l'époque, puisque Édouard Drumont était quand même député d'Alger avec Max Régis, donc qui étaient des hommes politiques français, mais extrêmement antisémites à l'époque, bien entendu, et qui absolument voulaient abroger le décret Crémieux, et qui livraient des campagnes de haine absolument terribles contre les Juifs. Et puis de l'autre côté, ce pogrom antisémite, anti-juif de Constantine, très célèbre, du 5 août 1934, effectivement il y a plusieurs photos qui illustrent Absolument. Cette tragédie, ce pogrom, il y a 5 pages, parce que j'ai tenu à montrer l'importance de ce fait, parce que moi j'ai été élevé dans ma famille, notamment à Constantine, avec le souvenir de cet épisode, de ce tragique, du 5 août, qui m'avait marqué, moi enfant, profondément dans les récits familiaux. Donc il fallait effectivement aussi que ça figure dans cet album. Donc il y a à la fois, bien sûr, cette assimilation, qui est une illusion, je pense, bien sûr, vers une France républicaine, une France que l'on aime profondément, y compris dans les prières au président de la République, dans les synagogues qui sont prononcées à Constantine, Alger, Oran, etc. Et puis ces émeutes, et puis ces manifestations
Absolument. Qui sont très 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 violentes, qui existent avant 1939. Alors, Benjamin Stora arrive donc après Vichy, donc juste après la défaite de 1940. Le régime donc de Pétain décide dès le 7 octobre d'abroger le décret Crémieux, donc de priver les Juifs d'Algérie de la nationalité française. Mais vous rappelez aussi qu'à partir de 1941, ils seront davantage exclus de la vie publique que les Juifs de métropole qui étaient déjà persécutés. Quels sont les documents que vous avez choisis dans votre livre pour illustrer cela ? Alors tout d'abord, par exemple, des circulaires administratives qui sont émis par les proviseurs, par exemple celle du lycée Bugeaud à Alger, qui est envoyée aux parents des élèves qui ont été scolarisés en 1940 et qui leur déclare, officiellement donc, que leurs enfants, dans la mesure où ils sont juifs, ne peuvent plus être présents physiquement dans ces écoles. Ce sont des circulaires, des documents administratifs tout à fait officiels, tout à fait légaux, qui sont faits, qui sont donnés, envoyés aux parents, bien entendu, et qui reçoivent, disons, ce type de documents de manière très violente, parce qu'ils s'y attendaient absolument pas, encore une fois, dans la mesure où il y avait beaucoup d'admiration, d'identification à la France républicaine, etc. Il y a aussi, bien sûr, des bulletins où on voit à la fois les prix de bonne conduite et puis dans le même bulletin le fait que le même enfant juif est exclu. Ce qui est affreux, oui. Qui est renvoyé de l'école parce qu'il ne peut pas. Alors naturellement, ce type de choses, on les avait lues sous la plume de plein de gens qui avaient vécu cette période-là de manière tragique. Moi, j'ai voulu surtout montrer des documents un peu plus froidement administratifs dans cet ouvrage pour montrer aussi le côté inhumain de la situation faite aux Juifs en 40, 41, 42. Mais il faut préciser que malgré le débarquement américain du 8 novembre 42, le rétablissement du décret Crémieux a pris pratiquement une année. Ça a été très très long parce que c'était le général Giraud qui était aux commandes à Alger en 43. Il était antisémite. Il ne voulait pas rétablir le décret Crémieux. Il a fallu attendre la fin de l'année 43 pour que ce décret soit rétabli et que les Juifs d'Algérie puissent revenir, disons, dans la citoyenneté, dans la nationalité française. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui va rester présent dans les esprits, bien entendu. Alors maintenant, par rapport à la métropole, la grande différence, bien sûr, c'est que ce débarquement anglo-américain a évité certainement aux Juifs d'Algérie le sort absolument terrible et tragique qu'ont subi les Juifs de métropole, c'est-à-dire la déportation. Il s'en est pas fallu de beaucoup, puisqu'il y avait un certain nombre de préparatifs qui avaient lieu à cette époque-là, notamment en 1943, était très très près jusqu'à Biskra, et très très près de l'Algérie, était prêt à rentrer. Donc c'était vraiment très très limite. On l'a vu en Tunisie notamment. Absolument. C'était très limite. Et les mesures qui frappaient les Juifs d'Algérie en 40-42 sous Vichy étaient très violentes, très très dures, parce que il fallait absolument faire payer aux Juifs le décret Crémieux. Il fallait effacer le décret Crémieux et qu'ils retrouvent leurs conditions d'origine, leurs conditions d'indigène. Alors, Benjamin Stora, vous écrivez, page 158, « La société européenne est une société que les Juifs en général ne fréquentent pas ou peu ». Je dois dire que c'est un peu l'impression générale que donne cet album, parce qu'on voit en gros des Juifs qui sont entre eux, dans des fêtes de famille, dans des boutiques, à la maison. Mais j'ai pu voir, on trouve tout, vous savez, sur YouTube, donc des films documentaires des années 50, 60, et on a quand même l'impression que dans les grandes villes, Alger, Oran, les Juifs, les chrétiens et les musulmans, ils étaient ensemble dans l'espace public, ils se côtoyaient quand même. Tout dépend, absolument, mais vous avez raison, tout dépend des villes, tout dépend des régions. Vous savez, l'Algérie est un immense pays, on a trop tendance à l'oublier, et les distances à parcourir sont absolument énormes, sont absolument gigantesques. Donc il y a des communautés, effectivement, qui pratiquent davantage l'entre-soi. C'est pas un secret de dire les villes de l'intérieur du pays en particulier, les villages, les bourgs, etc., sont dans l'entre-soi, c'est-à-dire dans à la fois bien sûr la participation à la vie française, la vie républicaine, mais aussi beaucoup la participation aux fêtes religieuses qui scandent la vie quotidienne. Oui, tout à fait. Je ne veux pas ici donner tout le nom des fêtes religieuses qui se succèdent les unes derrière les autres, Soukhot, Pourim, Chachana, Kippour, etc., où on a effectivement à chaque fois la tradition culinaire qui correspond à cela, etc. Il y a un très fort entre-soi. Et puis, il y a les grandes villes qui sont, disons, des villes touchées par l'influence occidentale, l'influence française, l'influence européenne. Je pense à la ville d'Alger ou la ville d'Oran, où là, effectivement, les Juifs d'Algérie se mêlent à la vie européenne de manière très forte,
très étroite. Ils sont militants dans des organisations syndicales, dans la Fédération de l'éducation nationale, parce que beaucoup sont instituteurs. Ils s'engagent, politiquement d'ailleurs, dans la tradition républicaine. Ils sont engagés, les Juifs d'Algérie, donc souvent dans la gauche républicaine. Donc effectivement, ça dépend des villes. Alors moi, j'ai beaucoup peut-être en rapport avec ma vision personnelle, disons, peut-être bien peu l'accent sur l'entre-soi, sur la vie familiale, sur la vie que vous aviez connu à Constantine. Que moi j'ai connu, effectivement, que j'avais raconté dans un autre livre qui est Les clés retrouvées. Qu'on a évoqué, oui. Et que j'ai, disons, peut-être j'ai insisté davantage, effectivement, sur cette... Benjamin Stora, il nous reste 4 minutes. Et moi, il y a la fin, bien sûr, le départ tragique, l'exil définitif donc de 1962. Et alors, en ce qui concerne la guerre d'Algérie, donc c'est 7 longues années, bon, j'ai trouvé, honnêtement, votre album trop rapide sur ces heures noires. Parce qu'il y a très peu de photographies, il n'y a pas de reproduction de journaux d'époque, et puis surtout, il n'y a presque rien de spécifiquement juif. Vous avez retrouvé quelques photos de rapatriés, entre guillemets. Alors, vous l'avez déjà raconté dans les retrouvés, comment en plein été, ils sont partis avec toutes leurs affaires sur eux, donc des manteaux sur les épaules, une petite valise à la main. Il y a la photo aussi d'un baraquement à Marseille, pour ceux qui étaient en partance pour Israël, avec donc une pancarte en hébreu. Mais vous aviez quand même une documentation très riche. Pourquoi avez-vous fait ce choix et pourquoi n'avoir pas publié 2 photos d'attentats ayant visé spécifiquement les Juifs? Vous avez à peu près 3 minutes pour nous répondre. Non, d'abord sur les photos d'attentats visant juifs, si, il y en a, parce que j'ai montré notamment la synagogue d'Alger qui a été touchée, ça je le montre. Mais d'abord, j'ai déjà fait beaucoup de choses sur la guerre d'Algérie, honnêtement, j'ai déjà beaucoup publié. J'ai fait il y a 2 ans aux éditions du Seuil un grand album de photos sur la guerre d'Algérie. J'ai dirigé une exposition de photos sur la guerre d'Algérie en 2004 à l'hôtel de Sully avec près de 500 photos exposées. Donc c'est vrai que la guerre d'Algérie n'occupe pas la place centrale dans ce livre. J'ai voulu insister sur l'enracinement, sur la profondeur, sur la durée de la présence des Juifs d'Algérie sur cette terre, plutôt que les quelques années qui terminent, et mettre l'accent toujours sur le départ, etc. Donc ça, c'est une première chose importante. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que dans les années 60, les Juifs d'Algérie sont fondus dans la masse des pieds noirs. C'est-à-dire qu'ils ils se sentent très européens. Ils ont du mal à s'en distinguer eux-mêmes d'ailleurs. C'est pas, bien sûr, s'ils se vivent profondément comme juifs, néanmoins, ils sont emportés dans le flot. Dans le même tourment, oui. Dans le flot général des Européens d'Algérie. Et c'est pas un hasard si je termine sur la photo d'Enrico Macias et de sa femme, de son fils, parce que précisément ils sont à la fois très représentatifs des Juifs de Constantine, bien sûr, avec la musique, mais en même temps, il devient, Enrico, à cette époque-là, en 1962, un grand chanteur européen pied noir. C'est-à-dire pour la communauté pied noir, et pas seulement pour la communauté juive. C'est-à-dire qu'il y a, dans cette histoire très ancienne, il y a eu effectivement ce flot commun. Et la distinction entre Juifs d'Algérie et pieds noirs européens mettra du temps ensuite à s'installer dans l'exil des années 70-80. Alors, merci Benjamin Stora. On n'a pas eu le temps de poser toutes les questions que j'aurais souhaité, mais je voudrais d'abord rappeler le titre de votre ouvrage, donc je recommande à nos auditeurs, donc un album de photographie, C'était hier en Algérie, de l'Orient à la République, une histoire des Juifs d'Algérie, donc qui est publié aux éditions Larousse et que je vous recommande bien sûr d'acquérir. Et donc, merci encore d'avoir été mon invité, Benjamin Stora. Merci. Et je voudrais dire à nos auditeurs qu'il n'y aura pas d'émission dans 15 jours, le 20 novembre, parce que c'est la journée de la Tzedaka, donc l'appel national pour la Tzedaka sur toutes les radios de la fréquence juive, et que nous nous retrouvons donc le 4 décembre. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité, et à bientôt. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.